Nous entrons dans la session Legal Indicators Measuring How We Observe Environmental Duties. J'ai le plaisir d'accueillir et d'introduire Michel Prieur, qui est à distance. Il interviendra tout de suite. Christophe Bastin, qui est à côté de moi. Et un enregistrement d'Oumer Salem. Je présenterai chacun d'entre eux très rapidement avant leur représentation. Et donc, sans plus attendre, comme vous l'avez remarqué, le temps est serré. Michel Prieur va intervenir. Il est professeur émérite, mais émérite extrêmement actif et émérite dans tous les sens du terme, de droit de l'environnement, président aujourd'hui du Centre international de recherche comparée du droit de l'environnement, longtemps doyen d'une faculté de droit en France, a participé à de nombreuses négociations internationales. Et il va intervenir maintenant. Michel, vous avez la parole. Merci bien. Bonjour à tous et à tous. Merci Pascal pour me donner la parole. Mais avant de commencer, je veux saluer la mémoire de 3 pionniers du droit international de l'environnement qui ont été pendant longtemps de fidèles acteurs des congrès de l'IUCN. Cyril de Clem, Alexandre Kiss et Wolfgang Borene. Alors, heureux d'être parmi vous ce matin et un grand merci à Émilie Gaillard et à toute l'équipe de la chaire Normandie pour la paix. Alors, pourquoi mesurer l'effectivité du droit de l'environnement avec des indicateurs juridiques? Eh bien, tout simplement parce que, comme vous le savez, il y a une crise du droit de l'environnement. Il y a beaucoup de droits. Pour certains, il y en a trop. Pour d'autres, il n'y en a pas assez. Mais surtout, il y a un déficit dans l'application effective du droit de l'environnement. Lors de toutes les conférences internationales sur l'environnement, les États et les ONG se plaignent toujours du non-respect du droit de l'environnement. Alors on connaît bien entendu les causes économiques, sociales, culturelles du non-respect du droit de l'environnement. Mais on ignore les raisons proprement juridiques de ce non-respect. Et c'est pourquoi je plaide depuis un certain nombre d'années pour la création d'indicateurs juridiques. Et c'est à partir du principe 11 de la déclaration de Rio que est affirmé que les États doivent promulguer des lois efficaces sur l'environnement. Mais ici, le mot efficace a une double signification. D'abord, bien entendu, il s'agit d'avoir un résultat favorable à l'environnement, c'est-à-dire moins de pollution et plus de biodiversité. C'est l'efficacité du droit proprement dite. Mais le principe 11 a une autre signification. Efficace veut dire aussi qu'il est nécessaire d'appliquer et de respecter correctement la règle juridique. C'est ce que nous allons appeler l'effectivité du droit de l'environnement. L'efficacité, c'est donc le résultat atteint par le droit. Mais l'efficacité est conditionnée par l'effectivité. L'effectivité, c'est la mise en œuvre juridique du droit. Et si on se réfère à la décision de l'UNEP de 2013, il est dit qu'il faut combattre le non-respect du droit de l'environnement en prenant des mesures pour augmenter l'effectivité des mécanismes d'application du droit en matière civile, administrative, pénale et au niveau des institutions. Mais alors, comment se fait l'évaluation des politiques et des lois sur l'environnement? Elle se fait d'abord avec des indicateurs de résultats qui mesurent l'efficacité au moyen d'indicateurs scientifiques et économiques. Et dans les rapports nationaux et internationaux
sur l'état de l'environnement, on constate qu'il n'y a aucun indicateur qui mesure l'application du droit. Il y a seulement des statistiques sur le nombre des lois ou sur le nombre de ratifications. Mais on ignore la contribution du droit à l'amélioration ou à la détérioration de l'environnement. Il est par conséquent nécessaire de surmonter cette ignorance en rendant le droit visible avec des chiffres, et ceci au moyen d'indicateurs juridiques. Suivant. À quoi donc peuvent servir les indicateurs juridiques de l'effectivité? Ils vont servir d'abord pour les décideurs politiques, comme outil d'évaluation des politiques sur l'environnement. Mais ils vont servir aussi pour fournir aux citoyens des informations sur l'existence, sur la qualité, sur l'application et sur les progrès du droit de l'environnement. Et donc, cela permet d'attirer l'attention sur les objectifs, sur les obstacles, sur les lacunes, sur les progrès et sur les régressions du droit de l'environnement. En fait, il s'agit de rendre visibles les apports du droit. Suivant. Et c'est pourquoi nous allons assister à une promotion récente d'indicateurs juridiques. En 2017, la 3e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, à Nairobi, a prôné le développement d'indicateurs multidisciplinaires. En 2018, l'accord d'Escazú, en Amérique du Sud, dans son article 6, paragraphe 8, promeut des indicateurs communs d'effectivité. En 2019, l'ouvrage Environmental Rule of Law, dans sa section 6, promeut aussi l'évaluation permanente de l'état du droit environnemental. En 2019, la 21e COP de la Convention de Barcelone, à Naples, adopte une résolution qui va lancer les indicateurs juridiques du droit de l'environnement. En 2020, l'International Law Association, dans sa résolution 4, fait aussi la promotion des indicateurs juridiques. Et en 2021 et 2022, la COP 14 de la Convention de Ramsar, qui a été reportée à 2022, va adopter un projet de résolution déposé par le Burkina Faso pour la promotion d'indicateurs juridiques pour l'environnement. Suivant. Et aujourd'hui, au congrès de l'IUCN, la résolution 050, mesurer l'effectivité du droit de l'environnement grâce à des indicateurs juridiques, cette résolution 050 a déjà été adoptée en ligne par 83 États et 474 ONG. Dans cette résolution 050, il y a 4 demandes. Développer l'expérimentation et la formation en matière de mesure de l'effectivité du droit de l'environnement. Ajouter des indicateurs juridiques aux indicateurs existants des Nations Unies sur les ODD, les objectifs de développement durable. Introduire des indicateurs juridiques dans le reporting des États pour les conventions universelles et régionales. Et enfin, introduire des indicateurs juridiques dans les rapports sur l'état de l'environnement, rapports nationaux, rapports régionaux et rapports universels. Suivante. Et pour cela, nous avons fait au CIDCE des expérimentations pour former à la création d'indicateurs juridiques. Et d'abord avec la chaire Normandie pour la paix, en 2019 et 2020, on a expérimenté les indicateurs juridiques
en Normandie, au Brésil, au Portugal et en Tunisie, dans 2 secteurs, dans une aire protégée et dans l'ODD 14 sur les océans. Et deuxièmement, le plan bleu et la Convention de Barcelone est en train également d'expérimenter les indicateurs juridiques à l'occasion de la première convention sur les mers régionales. Et enfin, en 2021-2022, la région PACA, avec la Tunisie et la Turquie, expérimente également les indicateurs juridiques pour appliquer la convention cadre de la Convention de Barcelone. Enfin, pour terminer, je veux montrer 2 ouvrages qui font la promotion des indicateurs juridiques. D'abord, l'ouvrage publié par la chaire Normandie pour la paix, Mesurer l'effectivité du droit de l'environnement. Cet ouvrage est publié en français, en anglais et en espagnol, et il est également en ligne, et il vient de sortir en 2021. Et puis deuxièmement, un numéro de la revue en ligne Perspective, le numéro 40 de mai 2021, Fostering Legal Indicators for Sustainable Development, qui fait une explication de la procédure des indicateurs juridiques au niveau international. Je vous remercie. Merci à vous, Michel, et merci aussi particulièrement d'avoir tenu votre temps. Donc, merci. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Christophe Bastin qui va intervenir en présence. Lui, Christophe, est ingénieur. Il a développé ses compétences dans de multiples domaines. Il continue d'ailleurs. Et il a mis particulièrement ses compétences au service de ce travail dont Michel Prieur vient de développer les grands axes, ce travail de mesure de l'effectivité des dispositions du droit. Christophe, si vous le voulez, je vous laisse la parole avec grand plaisir. Merci Pascal. Donc, je tenais à remercier aussi Émilie Gaillard et toute la chaire en Normandie pour la paix de m'avoir invité à ce symposium. Bonjour à toutes et à tous. On peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, comment construire la mesure de l'effectivité? La mesure de l'effectivité nécessite de définir un référentiel décrivant les 2 principes juridiques et les 7 principes mathématiques de la mesure. Ça a été très bien. Page suivante, s'il vous plaît. Les 2 principes juridiques. Le premier consiste à faire un inventaire des domaines du droit, donc d'application du droit, qui vont permettre de construire le périmètre de la mesure. Ce périmètre, il est simple, il faut juste faire la liste. Vous avez un exemple de tableau, il n'est pas forcément très lisible, mais vous inventeriez tous les domaines d'application pour lesquels vous allez donner un ordre d'importance dans le périmètre de mesure. Slide suivant, s'il vous plaît. Ensuite, le deuxième principe, c'est un questionnaire. Un questionnaire qui, à partir des conditions de l'effectivité du droit, va recueillir des réponses qui sont normées dans une grille. À partir de ce référentiel, on va pouvoir appliquer des principes mathématiques. Slide suivant. Alors, les 7 principes mathématiques, ça c'est plutôt mon domaine, car je suis non-juriste, c'est la qualification des données. Donc, c'est la mise en forme d'une réponse en une donnée exploitable pour réaliser une mesure. En l'espèce, c'est poser des questions fermées avec des choix multiples, avec une réponse unique. Ce choix est fait à partir d'une grille de réponse graduelle, commune à l'ensemble du questionnaire. Exemple en bas de grille. Slide suivant. De la qualification, il faut passer à la quantification des données. Donc, c'est convertir une réponse qualitative
en une réponse quantitative, en appliquant une échelle de valeur graduelle à la gradation des réponses. Le sens de l'échelle de la valeur, ça correspond toujours au sens de la gradation de la réponse. Par usage, il est toujours attribué une note unique à un seul choix pour l'ensemble des questions qui sont issues de la mesure de l'effectivité. Donc là, on a un exemple de valeur au questionnaire d'enquête. Juste une petite remarque, on n'applique jamais la valeur 0, car le 0 ne permet pas de faire toutes les agrégations possibles en mathématiques. Slide suivant. Ensuite, on passe à la moulinette. Donc, ces données, on fait des agrégations mathématiques. Alors, ces agrégations, c'est un ensemble de combinaisons de données permettant la production des indicateurs juridiques. Il est aussi important de définir l'usage attendu de l'indicateur afin d'agréger les données, c'est-à-dire avoir des indicateurs utiles à la gouvernance permettant de faire des choix, de prendre des décisions pour l'amélioration de l'application du droit. On a un exemple de gouvernance par 5 indicateurs. Slide suivant. Là, ce qui est le plus important, c'est l'exploitation des mesures. On cherche toujours à faire parler des chiffres, à donner du sens. Donc là, la recherche des tendances et des corrélations sont importantes. Il est donc important de faire exprimer la donnée de la façon la plus élémentaire possible, c'est-à-dire de répondre à des objectifs pour caractériser l'effectivité. Donc, par exemple, on sait qu'au niveau de l'effectivité, on a son existence, son application, sa substance, son organisation, son applicabilité et tous les aspects extra-juridiques qui tournent autour. Ça, c'est ce qui va caractériser les conditions de l'effectivité. Mais elles doivent répondre souvent à des conditions d'efficacité. État du droit, décision, résultat des décisions, contrôle, conformité des résultats. De pouvoir, entre la règle qui a été définie, voir le niveau de corrélation qu'on aura par rapport à l'efficacité attendue de la règle. Donc ça, c'est le principe de l'exploitation de la mesure. Donc verticalement, on a l'efficacité du droit, moins de pollution, moins de sanctions de contrevenants et l'effectivité, une bonne application de la règle. Slide suivant. La représentativité de la mesure, c'est un point crucial dans la mesure. C'est garantir l'objectivité de la mesure. Pour être plus précis, la transformation de données qualitatives en données quantitatives relève de la subjectivité. On va aller interviewer des personnes qui vont répondre à un questionnaire. Donc à partir de là, aussi factuelle que soit la réponse, il faut encadrer, il faut qu'elle soit précise. La graduation va nous permettre de pouvoir jauger ces réponses. Il n'y a pas d'objectivité dans la réponse. En fait, ça n'a pas d'importance. Ce qui va être important, c'est d'identifier la maîtrise qu'on va avoir en matière d'application du droit et du mesure du progrès, à condition qu'on établisse la mesure et qu'on respecte un référentiel pour encadrer le processus de mesure. Qu'on assure la représentativité du panel d'acteurs du droit qui répondent au questionnaire. Qu'on contrôle la mesure pour déclarer sa capacité, c'est-à-dire pouvoir parler de mesure de l'effectivité sous contrôle. C'est-à-dire que ce point, qui est celui de la représentativité, c'est de pouvoir garantir dans le temps, à n'importe quel moment, que l'on obtienne des résultats qui seront comparables et on obtiendra ainsi à l'objectivité de la mesure dans le temps par rapport à la subjectivité à l'instant présent de la mesure. Slide suivant. Après, il y a la représentation de la mesure. Parce que qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas les agrégations, ce n'est pas qu'on est contrôlé, qu'on se soit assuré, qu'on ait les bonnes données. C'est qu'à un moment donné, pour ceux qui décident, pour ceux qui veulent connaître l'état du niveau d'application du droit, ils aient une lecture simple, rapide et efficace de l'état de l'application des règles. Donc là, on a une compréhension simple à obtenir de la situation.
faut qu'elle puisse permettre de la couvrir globalement et qu'elle permette également de pouvoir se focaliser sur des items, que ce soit sur un critère juridique, que ce soit sur une famille de critères juridiques ou globalement. C'est comme votre tableau de bord de voiture. Vous avez besoin de savoir à la vitesse que vous conduisez. Vous avez besoin de savoir le niveau d'autonomie par rapport au carburant que vous emportez dans votre voiture pour pouvoir gouverner votre conduite pour arriver à destination. Slide suivant. La mesure d'effectivité n'aura que du sens que si elle est suivie, que si elle marque le progrès ou la régression, qu'elle permette ainsi de prendre des décisions. Donc l'évolution de l'effectivité, sa progression ou sa régression, c'est une nécessité de mesure. Donc, on va avoir des campagnes répétées de mesure dans le temps pour pouvoir mesurer domaine par domaine d'application du droit l'évolution de l'effectivité. Et c'est ça qui permettra de voir le progrès, l'amélioration continue qui a été engagée par les parties prenantes sur la bonne application du droit. Slide suivant. Je vais arriver à la conclusion. Je suis allé un peu vite parce qu'on a du temps à rattraper. Bon, c'est bon. Du fait de la subjectivité des réponses, il est impossible de réaliser une mesure de l'effectivité seule. C'est un travail d'équipe de plusieurs équipes indépendantes, des juristes, des non-juristes, qui permettent d'établir un référentiel de mesure, des populations à les interviewer, juristes et non-juristes, mais concernés par l'application du droit. C'est également se dire que les mathématiques sont à ce moment-là au service de la gouvernance du droit. Les mathématiques ne sont pas là pour gouverner le droit, pour le juger, pour dire qu'il est bon ou pas bon. Ce qui est important, c'est que la mesure de l'effectivité devient un pilier de la non-régression du droit. Je voudrais revenir sur les propos du professeur Klaus Bosselmann qui disait à un moment il faut des mots aimables pour changer le monde. Et moi, je pense qu'il faut également ajouter des indicateurs simples et efficaces pour mesurer et encourager le progrès dans l'application du droit. Je vous remercie. Merci à vous, Christophe. Et maintenant, nous allons avoir par enregistrement, parce qu'il est lointain et que les conditions ne permettaient pas le voyage, Umer Salem. Umer Salem a été formé à l'université de Lahore, dont on a parlé tout à l'heure au Pakistan, quelqu'un l'a mentionné. Après plusieurs formations internationales, il a été fellow à Pace University et il est engagé actuellement dans de nombreuses actions juridiques sur l'environnement au Pakistan. Donc, nous allons l'écouter. Umer Salem. Le temps que soit lancé la vidéo. Good afternoon, respected scholars, honored guests, and ladies and gentlemen. It is my great pleasure to be speaking at this symposium and be part of this discussion on how we observe the environmental duties. Before starting, I want to thank Professor Nicholas Robinson, who offered me this chance to speak at this event, the team who organized this event, and all the delegates who have taken part in this symposium. By looking at the disastrous effects of the climate change and the global warming, we have now realized that acting in an environmentally responsible way is more than just a social, ethical, or legal duty. The protection of environment is the necessity of our time, which is required for survival of our planet Earth. One of the important steps for environmental protection is to identify and observe the environmental duties. Every individual, corporation, and state in the world have environmental duties. For example, every individual has a duty to comply with the environmental legislations and a duty to protect, prevent, and remedy pollution incidents which can cause damage to human health, other species, and the environment in general. In addition to these duties, the corporations have environmental duties concerning their waste and recycling,
and a further duty to consider conservation and biodiversity issues for their businesses. On the other hand, the states have a duty to make environmental laws in compliance of the international standards and a duty to ensure their effective implementation through various departments, agencies, or their judicial systems. For the purposes of today's topic, I want to discuss a unique legal approach that is used by Pakistani courts to observe these environmental duties and their violations, and also to implement the right to environment. Basically, the judges of the superior courts in Pakistan often constitute environmental judicial commissions for their assistance in complex environmental disputes, which have either been neglected or never been addressed by the executive authorities or legislature in Pakistan. These commissions are appointed in matters of public importance or public welfare, which affect the fundamental right to the environment. If we look at the number of commissions, there are total 13 commissions constituted by the superior courts in Pakistan on diverse environmental issues, including 5 commissions of the Supreme Court of Pakistan, 7 commissions by the Lahore High Court, and 1 commission by the Islamabad High Court. In terms of their objectives, these 13 commissions can be divided into 6 major categories. The first category is for protection from nuisance in residential areas. The second is for water preservation. The third is for air protection. The fourth is for protection from land pollution. The fifth is for protection of endangered species. And the last is for environmental management. These commissions were given powers to physically investigate the environmentally degrading areas, to verify facts, to review the technical, scientific, or legal basis of any of such project, to mediate the environmental disputes between the parties, or to review the legal framework with respect to any environmental issue in a city, province, or the country. On the other hand, if we look at the working of the commissions closely, they have held meetings, visited pollution sites, brought all the stakeholders and experts together under legal oversight, developed cooperation among private entities, NGOs, government and judicial sectors, and also developed consensus among different stakeholders for making appropriate recommendations to the court. The membership of these commissions consists of the chairperson, a secretary, and other members. This membership is usually based on relevant experience of the persons. The courts generally choose the chairperson from prominent environmental lawyers, judges, executive authorities, or even private consultancy firms. Similarly, the courts also choose some other members of these commissions from federal or provincial assemblies, local governments, environmental authorities, environmental advocates, technical or scientific experts, professors at different universities, members from various international or local NGOs, and representatives of media groups. Interestingly, all these commissions and their members have worked pro bono with some logistic support from the relevant government authorities. If we look at the overarching role of these commissions in Pakistan, they have played a significant role in developing and enforcing environmental laws. They have offered a very promising remedy to resolve complex environmental disputes and have offered legal indicators to observe the environmental duties and their violations. This system has endorsed the use of science, technology, and technical advice from experts in the relevant field for assistance of the court without any procedural constraints. This system also presents remarkable lessons for the environmentalists around the globe. Due to their progressive approach for resolution of the environmental disputes, the courts have ordered to implement all the recommendations of the commissions to save the environment of Pakistan. One of the fundamental reasons for success of the Environmental Judicial Commissions system in Pakistan can be attributed to Dr. Pervez Hassan, who has developed credibility in this system with his leadership, experience, impartiality, professionalism, and ethics. Dr. Hassan has published various papers on the importance of this subject and has chaired at least 9 out of 13 total commissions. Since Pakistan has the right to environment, it becomes the inherent duty of the courts to provide ways and remedies for recognition and enforcement of this right, especially in presence of weak executive and weak legislative branch of the government. Similarly, any common law country with the similar environmental problems can adopt this useful and unique approach for observing the environmental duties and their violations and eventually resolution of their environmental disputes. I believe these commissions are the next step in evolution of environmental laws that will certainly help to observe our environmental duties and to achieve environmental protection, environmental justice, or social objectives like sustainable development goals. Thank you.